Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission un peu particulière ce matin puisque nous la consacrons à l'élection à la présidence de l'Union pour l'entreprise 06, l'UPE 06. À mes côtés, Karine Wenger, la chef du service économique du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Denis. Karine, pouvez-vous nous expliquer les enjeux et nous présenter les acteurs de cette élection à la tête du syndicat patronal azuréen? Avec grand plaisir, Denis. Alors, 2025, c'est une année d'élection pour l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. On élit un ou une successeur à Pierre Hippolito, président du syndicat patronal azuréen et directeur général du groupe éponyme qui n'a souhaité faire qu'un seul et unique mandat de 3 ans. Alors, pour rappel, l'UPE 06, qui rassemble les forces locales de la Confédération des petites et moyennes entreprises et du MEDEF, représente 1500 adhérents directs et 34 syndicats de branche, soit 8500 adhérents. Alors, avant de vous présenter les deux candidats en lice, rappelons que les dépôts de candidature sont toujours ouverts, qu'ils le resteront jusqu'au lundi 26 mai minuit. Donc, d'aucuns peuvent encore se déclarer et sortir du bois. Toujours du côté du calendrier, les élections se tiendront le 5 juin et ce sont les 78 administrateurs du conseil d'administration de l'Union patronale qui voteront. La passation de pouvoir aura lieu le 26 juin à l'Alliance Riviera lors des entrepreneuriales 2025. Le 30 juin, ce sera la désignation et l'installation du bureau. Et le ou la présidente élue prendra ses fonctions le 1er juillet. Voilà, vous savez tout, Denis. Merci beaucoup, Karine. Alors, les deux candidats sont avec nous sur ce plateau, Marielle Valicki et Franck Canata. Première à s'être déclarée dans la course à la présidence, Marielle Valicki, bonjour. Bonjour, Denis. Vous êtes avocate en droit des affaires et fondatrice du cabinet WABG basé à Nice, Mougins et Paris. Un cabinet que vous co-dirigez, qui emploie 15 collaborateurs. Vous conseillez au quotidien des TPE, PME et des grands groupes. Vous avez donc une fine connaissance des réalités économiques et des besoins stratégiques des dirigeants. Vous êtes évidemment membre de l'UPE 06. Vous avez à votre actif un long parcours associatif. Présidente d'Initiative Côte d'Azur, fondatrice des femmes chefs d'entreprise Nice Côte d'Azur, vice-présidente du portail de la prévention des entreprises, présidente fondatrice de l'association des avocats en droit d'affaires, membre fondateur de la clinique juridique de Nice. Alors j'en oublie peut-être. En tout cas, le fonctionnement des entreprises, vous connaissez ça sur le bout des doigts. Vous vous êtes déclarée candidate au mois de janvier. Et nous passons à Franck Canata. Alors Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de l'entreprise de transport et de logistique Transcan, basée à Carros. Près de 500 employés au compteur et 50 millions de chiffres d'affaires. Vous connaissez depuis 10 ans une croissance à 2 chiffres, mais vous êtes aussi le président de la Fédération nationale des transports routiers des Alpes-Maritimes et du Var. Vous êtes très attentif à la problématique de la décarbonation avec la livraison du dernier kilomètre, voire des derniers mètres, avec des vélos cargo électriques. Et cela fait 5 ans que vous passez votre flotte de 230 moteurs, soit à l'électrique, soit au biocarburant. Vous vous êtes déclaré début avril, et petite précision, votre candidature était assurée du fait de votre qualité d'administrateur inhérente à votre statut de président de branche, celle des transports routiers. Donc 2 profils différents, mais une même ambition, je suppose, pour le territoire azuréen. Alors, on va démarrer cet échange et on va faire en sorte de mieux vous connaître. Marielle Valicki, qu'est-ce qui vous a conduit à vous porter candidate ? Quelquefois, je me pose encore la question. Non, je plaisante. On va dire que quelqu'un qui avait la légitimité suffisante m'a proposé ce challenge. Après y avoir bien réfléchi, on peut dire que c'est une mûre réflexion, j'ai considéré que j'étais une alternative, une voie différente, une voie portée par une femme qui a accès à la fois au TPE, PME, ETI, et que j'allais proposer. Et je me suis entourée, voilà. Donc. Merci Franck Canata. Qu'est-ce qui a conduit à votre décision de vous présenter à la présidence de l'UPE ? J'ai 45 ans aujourd'hui. Voilà déjà 25 ans que je suis à la tête de cette entreprise, groupe Transcan que vous avez cité juste avant, dans l'écosystème du territoire, au profit des acteurs et des besoins de notre territoire. Depuis 2 ans maintenant, quasiment à la présidence de la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers, et c'est tout naturellement que cette candidature s'est projetée avec une équipe soudée, avec une équipe dynamique qui est avec moi et qui, je l'espère, permettra de faire avancer, continuer de faire avancer l'entreprise sur les Alpes-Maritimes. Alors, quelle plus-value pensez-vous apporter ? Marielle, on commence par vous. C'est un peu prétentieux d'imaginer d'emblée qu'on a des plus-values à apporter, je dirais des changements. Alors d'abord, ça serait une première
qu'une femme se présente à l'union patronale depuis la création de l'UPIAM en 1973. Donc ça veut dire forcément une vision complémentaire et différente avec ma vision transversale des entreprises. Donc la plus-value, ça va être de ne pas avoir une vision que sur un secteur d'activité. Moi, je défends des entreprises dans tous les domaines, de toute taille et sur tous les territoires. On va dire que je considère que j'ai peut-être une vision d'ensemble. D'accord. Franck? 89% des marchandises sont transportées par la route, ce qui signifie que l'essentiel des marchandises à destination de tout type d'activité, qu'il s'agisse de tourisme, d'industrie ou tout corps d'activité, sont en lien avec le transport. Ce qui me permet d'avoir une connaissance fine du territoire, de ses clients, de ses entreprises, des chefs d'entreprise, des attentes et des besoins de chacun d'entre eux. Et je pense que c'est grâce à cette connaissance fine que l'on peut apporter plus haut encore la connaissance sur le territoire et aux besoins de l'UPE. Alors Marielle Valicki, quelles ambitions pour les Alpes-Maritimes et pour l'UPE 06? Alors, j'adore les entreprises. Ça va être ma motivation. Le deuxième mot, ça va être l'anticipation, la prévention. Et donc, l'ambition, c'est que nos entreprises azuréennes aillent le mieux possible. C'est totalement désintéressé. Je suis malheureusement confrontée, dans mon rôle d'avocat, qui fait beaucoup d'entreprises en difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé des outils de prévention, de voir comment pouvoir aider ces entreprises azuréennes avec une vision peut-être un petit peu différente, de gouvernance partagée, d'entraide entre les entreprises, de moins d'individualisme et de beaucoup plus de collectif. C'est un mot qui me caractérise. Franck Canata, quelles ambitions? Notre économie est en souffrance. Sur le territoire, on résiste bien mieux qu'ailleurs, mais pour autant, elle est clairement en souffrance. Il nous faut absolument continuer à surfer sur nos valeurs ajoutées, et notamment avec le tourisme, qui est un élément majeur de notre territoire, actuellement, par exemple, avec le Festival de Cannes, ou dans peu de temps avec l'UNOC, mais également sur le domaine de l'industrie. On a une industrie forte sur notre territoire, on l'oublie souvent, mais on a des enseignes d'envergure internationale, avec MAN, Robertet, Virbac, Carrefour Pharma et bien d'autres encore. Également une industrie familiale forte, avec Rani par exemple, Resistex et bien d'autres encore. Je pense que c'est déterminant pour notre territoire. Et alors, comment résumeriez-vous en un mot votre programme, Franck? Courageux et collectif. Ah, Marielle? collectif et courageux. On s'entend sur bien des points. C'est Je clair. pense qu'il y a des points de convergence. C'est Alors, clair. on va voir s'il y a des points de convergence aussi par rapport à l'action et au bilan de Pierre Hippolito. Marielle, est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité de Pierre Hippolito ou plutôt en rupture? Alors ça, c'est une question qui me paraît plus politique que syndicale. Et je vais vous donner un seul exemple. D'abord, j'ai travaillé avec Pierre Hippolito et c'est un homme qui a dégagé une énergie considérable au service du territoire. Il a créé le Fonds Boost, qui pour moi est une excellente idée auquel j'ai adhéré immédiatement. Et j'ai d'ailleurs considéré, parce que mes clients quelquefois ont un problème sur le secteur d'au-dessus, parce que le Fonds Boost c'est pour les TPE, j'ai considéré dans mon programme, cela figure, de créer un fonds au-dessus, c'est-à-dire pour les ETI. Et donc, c'est bien la preuve qu'on est dans une forme de continuité, puisque j'ajoute, si besoin en est, un maillon supplémentaire pour aider, je dirais, la croissance de nos sociétés locales. Franck? Continuité, cohérence et nouveau horizon. Maria vient de le préciser, Pierre et son équipe, l'intégralité de l'équipe a fait un travail remarquable durant son mandat. Il est absolument indispensable de continuer sur cette voie, d'amplifier encore si possible l'ensemble des actions qui ont été menées, car elles sont déterminantes. Il est également nécessaire de s'ouvrir à de nouveaux horizons, des horizons que l'on connaît aujourd'hui, que l'on va connaître dans les mois et les années à venir, et notamment des spécificités autour de la transition énergétique, la transition écologique, qui sont devenues au cœur du débat et au cœur de l'entreprise aujourd'hui. Alors, je vous propose tous les deux qu'on passe en revue les sujets irritants, voire problématiques pour les dirigeants azuréens. On commence par le sujet de la fiscalité et plus précisément une question d'actualité concernant la menace, concernant les droits de douane brandis par Donald Trump. Quel conseil vous donneriez, Marielle, aux patrons azuréens ? Quand même. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'actualité internationale qui nous gouverne, qui nous domine et qui aujourd'hui nous complique sérieusement la vie de nos entreprises, on ne peut pas y faire grand-chose au niveau international, au niveau national. Quels sont donc l'impact des mesures qu'on peut prendre sur notre territoire? D'abord, c'est informer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de désinformation. À l'heure de cette communication, on voit qu'il y a toute une série C'est le rôle de l'UPE 06 d'informer. Informer, former, Oui. parce que pour moi aussi, des patrons qui sont formés sont bien plus dans l'anticipation des problématiques, que l'UPE puisse faire un genre de veille pour transmettre ces informations, et puis ouvrir sur de nouveaux secteurs ou de nouveaux pays
et avec tous les risques aujourd'hui qu'on connaît sur différents pays, moi je pense qu'il faut les guider. Les patrons sont totalement autonomes pour savoir où ils vont investir, mais je pense qu'il y a eu un certain frein de nos patrons, pas tous, puisque je pense à un client qui investit en ce moment aux États-Unis. Franck, il faut guider les patrons dans ce contexte compliqué. Oui, c'est une certitude. Le contexte économique est fragilisé depuis quelque temps, depuis plus de 2 ans maintenant. La lisibilité est insuffisante, la vision est incertaine et les États-Unis aujourd'hui et le gouvernement de Trump amènent une complexité complémentaire, une zone d'ombre complémentaire qui était évidemment pas prévue et pas souhaitée de l'économie locale. Ce que je pourrais donner comme conseil, une direction assez simple, c'est diversifier les fournisseurs et les clients lorsque c'est possible, c'est privilégier l'ancrage local. C'est quelque chose de significatif et d'essentiel, me semble-t-il, de prévoir les hausses de prix qui vont découler de ces problématiques. Mais c'est avant tout d'imaginer de nouvelles opportunités. On va ouvrir de nouveaux marchés, c'est une certitude. L'Union européenne aura de nouveaux marchés qui vont s'inscrire en remplacement des marchés américains actuels. Alors, toujours d'un point de vue fiscal, comment simplifier la vie des entrepreneurs, Marielle ? C'est une grande question. Simplifier leur vie, déjà, il faut leur expliquer ce qui se passe et mettre en lien les gens. Trop souvent, on oppose les gens. Et j'ai fait récemment, avec le portail de la prévention, une soirée qui a regroupé tous les acteurs locaux, et notamment, bien évidemment, l'administration fiscale, parce qu'on se rend compte que quelquefois, les entreprises n'arrivent pas à communiquer. Donc déjà, il faut faciliter la communication, et que l'UPE soit au moins un interlocuteur de choix pour permettre la facilitation de cette communication. Et après, moi, je suis très favorable à des expérimentations locales. J'ai plein de petits cas pratiques en tête. En cas de besoin, je vous les donne. Des expérimentations de quel type ? Par exemple, des incitations. Des incitations qui peuvent... Enfin, moi, je pense qu'on peut effectivement, avec nos acteurs locaux, que ce soit l'administration fiscale, que ce soit l'URSSAF, regrouper, communiquer, simplifier. On ne peut pas changer la législation, on n'est pas législateur. En revanche, décoder, simplifier et communiquer me semble déjà le premier pont, non pas pour détourner la fiscalité, mais pour la comprendre et l'adapter dans nos entreprises. Que l'UPE 06 soit en fait un genre de guichet unique. C'est ce que je mets dans mon programme. Le guichet unique, alors on m'a dit, on va pas faire encore une structure. Mais bien sûr que non. C'est juste de pouvoir faire la synthèse entre les différents acteurs pour restituer quelque chose de beaucoup plus simple, accessible. Donc il y a de la pédagogie, de la formation. C'est effectivement 2 mots qui sont dans mon programme, dans ma vie professionnelle. La simplification, c'est pas ce qu'on attend avant tout de l'État ? Alors là, on peut continuer peut-être à attendre un peu trop longtemps, me semble-t-il. Donc, commençons déjà à décliner sur nos territoires ce qu'on peut faire humainement et on verra après ce que l'État sera susceptible de nous offrir. Franck, vous aussi, vous proposez un genre de guichet unique ? Oui, absolument. Alors, il faut former, informer, accompagner lorsque c'est nécessaire, simplifier effectivement, peut-être, par un guichet fiscal unique qui simplifierait la vie des chefs d'entreprise, des entreprises. Mais je pense que le maître mot, c'est réduire la fiscalité. Simplifier, c'est bien, réduire, c'est mieux. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin que la fiscalité, qui en France est record en la matière, soit abaissée. Alors, on n'est pas parti dans ce sens, avec notamment de la part de la région, le versement pour la mobilité régionale. Effectivement, ce versement de 0,15% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 11 salariés vient encore pénaliser davantage la compétitivité de nos entreprises, des entreprises sur lesquelles, sur les territoires, ont opté pour cette nouvelle taxe, une taxe de production complémentaire à toutes les taxes déjà existantes. C'est évidemment de nature à réduire la compétitivité de ces entreprises. 76% des salariés sont concernés par cette mesure et évidemment 76% de ces salariés auront une productivité moindre que si ce n'était pas le cas. Pierre Ippolito s'est opposé très fortement à l'instauration de cette nouvelle taxe. Là, vous vous rejoignez complètement tous les deux sur ce sujet-là ? Totalement. Et d'ailleurs, il y a d'autres régions. L'Île-de-France s'est opposée à ça. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même une des plus belles régions industrielles de France, s'y est opposée. Il est vraiment consternant. Donc, on a tous été derrière Pierre Ippolito pour les entreprises, parce qu'en fait, le but, c'est ça. Et aujourd'hui, il convient de faire reculer cette décision qui est applicable au 1er juillet prochain, ne l'oublions pas. Donc, c'est demain, alors qu'on n'a pas pu organiser, anticiper, prévoir ces nouvelles taxes. C'est de nature à réduire encore nos marges et il faut absolument que ce soit une opposition commune sur ce sujet. Bien évidemment, je pense que toutes les entreprises de toute taille, même si ça ne concerne qu'une catégorie, doivent être unies et solidaires sur le territoire. Et là, on peut peut-être se faire entendre. Mais si on se divise, il n'y a aucune chance.
Alors un autre sujet extrêmement important dans le département, le sujet du logement. On le sait, les entreprises azuréennes ont du mal à recruter et à garder des talents, faute de logements suffisants pour les actifs. Marielle, que proposez-vous sur le sujet ? On a proposé, et cette idée vient pas de moi parce que dans ma campagne, je me suis entourée de gens de très grandes compétences. Je suis vraiment produit du collectif, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance libérée. Donc, je me suis entourée de gens qui ont de très bonnes idées, notamment Alexandre a créé un fonds territorial de l'immobilier. En tout cas, il a suggéré cette idée. Je ne m'approprie jamais les idées des autres. Je les porte, je les mets en lumière. Et c'est effectivement un rassemblement pouvoir public, parce que c'est inévitable, entreprises privées, les fédérations, parce que c'est une véritable, on est déjà dans un territoire enclavé, et Franck le sait encore mieux que moi, puisque c'est son job au quotidien de sortir de ces problèmes d'enclave. Donc sur le terrain de l'immobilier et du logement de nos actifs, qui dissuadent non seulement par leur rareté, mais par le prix de l'immobilier. Parce qu'à Paris, ils ont effectivement de l'immobilier très cher, mais ils ont des rémunérations plus chères. Ils sont mieux payés. Ici, c'est pas le cas. Donc nous avons la double sanction. Et là aussi, il faut être bien évidemment inventif, créatif et solidaire. Alors, en quoi consiste ce fonds d'investissement immobilier territorial ? Ça serait un rapprochement, effectivement, entre les pouvoirs publics, les entreprises et les différentes fédérations pour mettre en place un plan, je dirais une organisation pour implanter et construire des logements pour nos actifs par priorité. Mais je pense que si on se rassemble tous autour de ce projet, on peut y arriver, même si on a des difficultés par notamment le prix de notre foncier. Franck Canata, que proposez-vous de votre côté sur la question du logement ? Le logement est prioritaire, tout comme la mobilité, ça va de pair. Et aujourd'hui, c'est de nature à empêcher des talents de venir sur notre territoire, et même encore pire, de pousser des talents sur notre territoire à en partir. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour garantir l'économie, la poursuite du développement de nos territoires à l'échelle de l'entreprise. Et on pourrait imaginer par exemple la mise en place de dispositifs de logement du parc public pour les saisonniers. Les saisonniers est un vrai problème, on le connaît aujourd'hui avec la saison estivale, on a du mal à loger le saisonnier, les entreprises de ces secteurs ont du mal à les loger, et on pourrait imaginer, pourquoi pas, trouver une solution pour y répondre. On peut continuer aussi sur l'idée de la promotion de l'usufruit locatif social. C'est quelque chose qui est absolument clé, me semble-t-il. Ça permet de démembrer, ça permet de créer de la richesse et ça permet de loger nos salariés dans des conditions idéales, tout en ayant un investissement durable pour les entreprises qui feraient le choix. Bien entendu, en mettant un droit de réservation pour les salariés, faute de quoi on ne serait pas différenciant par rapport à ce qui est connu aujourd'hui. D'accord. C'est une évolution. L'UPE 06, aujourd'hui, on le voit, s'empare du sujet du logement. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Ça faisait pas partie des sujets et des préoccupations. Ça doit être une priorité aujourd'hui dans l'action du président ou de la présidente c'est indispensable. de l'UPE. C'est indispensable. Toutes les entreprises ont des problématiques sur le recrutement. Et bien souvent, le recrutement est lié au manque de capacité à loger nos collaborateurs. C'est donc tout naturellement que l'UPE, et je pense qu'on sera aussi d'accord avec ce point, doit se saisir de ce sujet, doit faire avancer les choses, doit faire évoluer les choses, parfois avec des difficultés majeures, mais n'oublions pas un point quand même clé, c'est qu'à l'époque, Michelin logeait ses salariés. Et sans aller si loin, les maraîchers de la plaine du Var, à quelques encablures de ces studios, logeaient également leurs salariés. Aujourd'hui, c'est devenu quasi impossible de lier le contrat de travail et le logement à des conditions économiques acceptables. Il est indispensable, je pense, que nous puissions faire en sorte que ce soit inversé et que ces logements puissent être également disponibles pour les travailleurs qui font la richesse de notre territoire. Marielle Valicki, vous êtes en phase ? Je suis totalement en phase. On a vu notamment dans l'hôtellerie, la restauration. Alors si on est en bord de mer côtière, il n'y a aucune difficulté. Dès qu'on monte dans le moyen haut pays, c'est très très compliqué. Donc moi j'ai des clients qui ont carrément acheté des immeubles pour loger leurs salariés, parce que sinon de toute manière ils n'arrivaient pas à recruter et ils n'arrivaient pas à les conserver. Donc là aussi je pense qu'il faut de l'intelligence collective, parce qu'il y a un principe de réalité. Si on n'a pas les salariés, si on les loge pas et qu'ils ne viennent pas, les entreprises ne peuvent pas se développer sans les salariés. Donc là, il faut vraiment une prise de conscience. Et à mon sens, toutes les problématiques qu'une entreprise peut rencontrer concernent inévitablement l'UPE, puisque l'UPE doit être, à mon avis, comme un phare aussi pour montrer la direction. Les chefs d'entreprise, ils sont complètement débordés. Ils sont obligés d'être dans la gestion, la comptabilité, la performance. On leur demande de connaître le droit, la gestion, le marketing. C'est impossible. Donc l'UPE doit être ce phare qui les permet de s'orienter dans un monde quand même plein d'incertitudes économiques et financières aujourd'hui.
Alors, corollaire du recrutement, la formation. Comment répondre aux besoins de formation des entreprises? Comment favoriser l'inclusion et l'employabilité des personnes qui sont éloignées de l'emploi? Marielle? Alors, déjà, la formation, pour moi, il ne faut pas avoir une approche dogmatique. Tout le monde, toutes les TPE, toutes les PME, toutes les ETI n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont des besoins différents en fonction de leur activité, en fonction de leur secteur, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc déjà, c'est faire un état des lieux des besoins. Et puis proposer des solutions pour ces besoins. La formation doit être, pour moi, elle est inévitable pour la performance de l'entreprise. Il est impossible d'une entreprise de se développer sans avoir, j'allais dire, aussi des dirigeants formés. Moi, j'avoue qu'on est tous plus ou moins coachés, aidés, parce qu'il faut qu'on prenne du recul. Donc, cette formation, elle doit être adaptée à l'entreprise, pragmatique. Et là aussi, nous avons des outils pour mettre en commun. Je pense qu'il faut surtout, de façon générale, éviter d'opposer, de créer de nouvelles structures, de créer de nouveaux produits. Utilisons ce que nous avons, performons là-dessus et formons nos salariés. Et à mon avis, ils quitteront moins, surtout la nouvelle génération, ils quitteront moins nos entreprises parce qu'ils considéreront qu'ils ont une valeur ajoutée de rester travailler dans le groupe. Franck? La courbe du chômage avait baissé ces dernières années, elle est malheureusement repartie à l'hausse et pour autant, on a toujours des difficultés à recruter. Ces difficultés se marquent par plusieurs problématiques, dont celle de la formation, c'est une évidence, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, des personnes également potentiellement en reconversion professionnelle. Il est indispensable d'avoir des formations adaptées à un tissu économique. Il est indispensable de mettre en place des formations qui répondent à des besoins locaux, en matière d'industrie, en matière de tourisme, sur l'ensemble des pans de notre économie, et non pas de mettre des formations qui ne sont pas toujours suffisamment fines pour répondre à ces besoins. Il est absolument indispensable, et Marielle le disait, d'identifier, bien qu'un grand nombre de pistes aient déjà été identifiées, mais surtout de mettre en place les moyens nécessaires, à la fois pour les écoles, à la fois sur les cursus, permettant de répondre à ces besoins. C'est absolument indispensable. Il est indispensable également que le travail redevienne au cœur de notre écosystème, au cœur de l'entreprise, et qu'un travailleur soit normalement rémunéré, normalement récompensé autour de son travail. Et je pense que la formation, pour adapter les besoins, est une clé du succès. C'est pas évident parce que là, on dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est vrai, mais si on regarde les besoins actuels, les besoins par exemple du territoire marseillais sont absolument pas les mêmes que les besoins du territoire niçois, tout comme d'autres territoires en France. On ne peut pas appliquer des formations identiques sur tous les territoires. Ça ne répond pas à un besoin. Il faut absolument qu'elles soient adaptées à un territoire et qu'elles soient aussi anticipées autant que faire se peut sur les métiers à venir. Vous avez tout à fait raison. On dit souvent que le métier de demain n'est pas connu aujourd'hui. Pour autant, le métier de jour est connu et la formation doit être adaptée, bien entendu, en imaginant celle de demain. Alors, une très belle initiative a vu le jour là cette semaine avec l'inauguration de l'école de production de Nice portée par l'UIMM. Mais il n'y a que 16 élèves qui sortiront de cette formation dans 1 an et demi, 16 pour une demande qui est bien plus exponentielle. Bien entendu, et aujourd'hui l'industrie a retrouvé, je dirais, ses lettres de noblesse, y compris sur le territoire. Il faut absolument inciter ces jeunes à venir dans ces métiers qui hier encore étaient considérés comme peu valorisants. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Au contraire, il faut y aller, il faut que les formations soient adaptées pour que les entreprises puissent recruter et continuer de se développer. Alors, autre sujet majeur sur la Côte d'Azur, la mobilité. Franck Kanata, on l'a dit, vous êtes engagé sur la voie du transport décarboné. Est-ce que vous allez vous mettre dans la roue de Pierre Hippolito et défendre vous aussi le projet de tram métro entre Nice et Monaco? C'est un projet structurant, un projet de grande ampleur, c'est un projet indispensable pour notre territoire. Notre topographie, nos axes, devenus trop peu significatifs, plus adaptés à nos besoins, doivent être contournés par des nouveaux moyens. Le moyen de passer par les sous-sols, un métro, est un moyen de désenclaver depuis le centre du département, c'est-à-dire l'aéroport. Rappelons que c'est le 2e plus gros aéroport de France et que c'est un poumon économique pour la Côte d'Azur. Il est indispensable que depuis l'aéroport, on puisse, avec un tram qui deviendrait métro, pouvoir aller jusqu'à Monaco et peut-être même plus loin, en direction de l'Italie, pour permettre de désenclaver, de désengorger, notamment les pendulaires, parce qu'il convient aussi de répondre aux besoins des travailleurs, de la population, des visiteurs, bien entendu, mais également des travailleurs dans la problématique pendulaire. C'est quelque chose de structurant, de déterminant, qu'il faudrait anticiper, qu'il faudrait accélérer, tout comme d'ailleurs vers l'ouest, parce qu'on a une problématique également
effectivement moindre que celle vers l'Est, mais qu'il convient d'identifier aujourd'hui et de mettre en œuvre pour la mettre en application dans les meilleurs délais. Et comment on gère la problématique du coût et du financement sur un projet d'une telle ampleur? C'est un coût évidemment très important, mais c'est un coût qui s'amortit sur 100 ans. C'est des projets structurants, tout comme à l'époque on a créé des autoroutes, des routes, des ponts, des ouvrages d'art. C'est la même chose, il faut absolument voir plus loin, voir l'avenir et faire en sorte que ce que l'on réfléchit aujourd'hui soit le besoin de demain. Marielle Valicki, la mobilité, c'est un point noir à traiter d'urgence dans les Oui. Alpes-Maritimes. Alors d'urgence, et bon, bien évidemment, je suis d'accord avec Franck, qui connaît cette matière parfaitement bien. Je me dis que ça, c'est des projets qui vont mettre du temps. Que pouvons-nous faire de manière pragmatique, immédiate et qui coûte rien? Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Donc, il y a des choses qui sont juste un peu de bon sens. Par exemple, différer les horaires de livraison, favoriser, inciter les employeurs au covoiturage des salariés. Ça ne coûte rien. Il y a des choses qui paraissent un peu des petits détails, qui sont des petites gouttes d'eau dans l'océan, mais qui permettent déjà une prise de conscience immédiate. Nous sommes enclavés, on a la mer, la montagne, c'est une réalité, on ne changera pas cette réalité. Comment s'adapter et comment performer? On prend l'exemple du covoiturage qui permet non seulement de faire des économies, bien évidemment, mais de mettre du lien entre les salariés, de mettre une certaine solidarité, de mettre ce qu'on appelle une ambiance particulière dans l'entreprise au service de l'intérêt collectif. Je pense qu'on peut dropper ça de manière positive et plus immédiate, mais bien évidemment, des grands projets, ça va de soi. Je suis bien évidemment d'accord là-dessus. On va passer à tout ce qui est environnement et écologie. Pardon. On demande aux dirigeants de faire très attention à leur bilan carbone. Alors, comment les aider, Marielle? Alors, il y a deux solutions de voir les choses. Souvent, en France, on voit les choses sous l'angle punitif. Voilà. C'est-à-dire qu'on sanctionne les gens. Alors, on le sanctionne pour la construction des logements, on sanctionne. En revanche, je pense qu'il faut essayer d'anticiper, même si là on est vraiment très, très, très en retard. Donc plutôt que de punir, je suis sur l'incitation. L'incitation, toujours pareil, dans l'immédiateté des grands projets sur l'avenir, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'avoue que j'ai siégé dans une caisse de retraite et on voyait les choses à 50 ans. J'ai fait 18 ans de mandat à la caisse de retraite des avocats. On gérait à 50 ans. Ça m'a donné une vision que je n'avais jamais eue de ma vie, parce que généralement, on est dans le quotidien. Donc, je me dis qu'il y a des petites choses simples, pragmatiques, qui peuvent s'appliquer tout de suite, avec une vision à long terme beaucoup plus ambitieuse. L'addition des deux permet effectivement de trouver des solutions pour le territoire, notamment en matière d'environnement. Je pense qu'il faut informer, sensibiliser, expliquer les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. C'est avant tout du bon sens. C'est avant tout du bon sens et ça doit être de nature à favoriser plutôt que punir, et je rejoins à nouveau Marielle sur ce sujet. Il faut inciter, il faut favoriser. Il faut peut-être aussi imaginer des avantages fiscaux plutôt que systématiquement taxer plus. C'est, je pense, du gagnant-gagnant qu'il faut mettre en place et non pas du punitif, pour reprendre le terme de Marielle, et je partage pleinement également ce point de vue. C'est aussi sur le sujet du financement, sur le sujet de la banque. Aujourd'hui, la triple comptabilité est devenue phare. Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'un financement, c'est pas simplement le volet économique qui est analysé, mais c'est également le volet sociétal et environnemental. Cette triple comptabilité, qui se durcit de plus en plus avec le temps, avec les rapports RSE et avec l'indicateur climat qui est en train d'être mis en jour par la Banque de France, va amener des bonifications de taux lorsque c'est possible, voire même l'accès tout simplement à des financements qui pourraient ne plus avoir lieu si ce volet n'est pas suffisamment travaillé, n'est pas suffisamment anticipé. Je pense que par l'information, la sensibilisation, on va pouvoir avancer tout en récompensant le bon élève plutôt que de le punir. Et concrètement, dans vos programmes, est-ce que vous avez des exemples que vous voulez mettre en place ? Notamment sur la fiscalité, je le disais à l'instant, il est impératif effectivement de parvenir à une réduction fiscale lorsque la démarche de transition énergétique écologique a été engendrée, plutôt que ces démarches soient coûteuses pour l'entreprise et de nature à réduire ses marges et sa compétitivité. Est-ce que vous avez des exemples, je ne sais pas, pour tout ce qui est photovoltaïque ou bien gestion de l'eau, tous les deux, comment vous... Alors effectivement, le photovoltaïque est un sujet majeur sur notre territoire. On a la chance d'être le territoire le plus ensoleillé de France, d'avoir des toitures, et aujourd'hui la mutualisation de ces toitures permettant une consommation mutualisée et de nature à favoriser d'une part la sécurisation de notre énergie, le maintien des coûts, mais également peut-être un avantage fiscal permettant de réduire une fois encore les enjeux qui sont ceux de la fiscalité. Marielle ?
je suis d'accord, dans le prolongement, et ça coûte pas non plus très cher, je crois en la vertu de l'exemplarité. On a quelques exemples sur notre territoire, on était avec eux hier soir, des chefs d'entreprise que j'appelle emblématiques, qui sont inspirants et qui font déjà ce genre de choses. Les mettre à l'honneur, les mettre en lumière, parce que là aussi, je pense que les entreprises opposent toujours l'écologie avec l'économique. Ils ont l'impression que si on fait de la préservation, de l'écologie, on ne sera plus performant. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut faire les deux concomitamment. Donc, quand on a des exemples sur le territoire qui sont une réussite probante, mettez-les en lumière, qu'ils partagent, qu'ils inspirent, qu'ils mentorent. Et là, je crois beaucoup plus dans ces vertus-là d'immédiateté, encore une fois, que dans des lois qui vont nous obliger. Les entreprises en ont marre des lois qui les obligent à payer. Il faut qu'on revienne, j'allais dire, de façon plus... Et là, on sera bien sûr d'accord avec Franck. Il faut qu'on aime nos entreprises, on crée de la richesse, on crée des emplois, on crée de la solidarité. Quand on parlait tout à l'heure d'inclusion, pour moi le travail est la meilleure façon de sortir d'une exclusion, d'être fier de ce qu'on fait. Et nos entreprises, elles sont porteuses de ces messages d'avenir. Donc, quand on a des super exemples, on fait des soirées, on communique sur eux, et l'UPE doit être moteur là-dedans. Parce que c'est son but, me semble-t-il, de mettre en lumière les exemples et d'inciter les autres à faire pareil. Moteur est peut-être centralisateur, oui, parce qu'on a un certain nombre d'événements qui des fois se chevauchent. Tout à je pense fait. que l'UPE peut également être le centralisateur de tous ces événements et de toutes ces belles pratiques de notre territoire. Alors justement, en cas de petite astuce, mais c'est vraiment des petits outils. Moi, je suis une femme pragmatique de terrain. Je laisse l'académie Aujourd'hui, on a plusieurs fois des soirées, 5-6 soirées en même temps, qui sont toutes aussi inspirantes et passionnantes. Moi, je dis un calendrier partagé pour en tout cas les événements emblématiques et stratégiques de notre territoire, plutôt qu'au même moment, on soit obligé soit de butiner entre 3-4 soirées, alors que toutes pourraient effectivement faciliter, aider les entreprises. Donc, il y a des petits outils qui coûtent pas très cher et qui permettraient de faciliter la vie des entreprises. Alors, je vous propose d'aborder le dernier chapitre de cette émission, le chapitre consacré à la compétitivité des entreprises. Marielle, vous êtes très tournée vers la transmission et la croissance de demain. Qu'est-ce que vous proposez en ce sens ? Alors, il est vrai que la transmission ou cession, puisque techniquement c'est pas tout à fait pareil, c'est fondamental. On sait que depuis des années, on a des chefs d'entreprise qui sont des seniors qui vont partir à la retraite. Et aujourd'hui, quand je vois qu'ils n'arrivent pas à céder leur fonds artisanal ou leur fonds commercial, et qu'ils sont même obligés quelquefois de payer les indemnités de licenciement économique de leurs salariés, c'est dramatique. On perd du savoir-faire, on perd de la compétence et de l'excellence. Donc, il faut être en amont. Alors, les chambres consulaires le font, bien évidemment. Et là aussi, et je pense que c'est un point d'accord parce que c'est une évidence et du bon sens, l'UPE doit être quelque part le catalyseur, doit permettre de fédérer toutes les initiatives qui vont être prises à la Chambre des métiers, à la Chambre de commerce, à la Chambre de l'agriculture. On a même une chambre aujourd'hui de l'économie solidaire et sociale pour mettons ensemble toutes les compétences plutôt que de les opposer, et c'est pour ça qu'on a cette vision-là avec Franck et qu'on ne va pas rentrer sur un débat polémique, on ne cherche qu'une chose, c'est que nos entreprises azuréennes aillent mieux et rapidement, parce que les temps sont extrêmement compliqués. La croissance passe aussi, selon vous, par la tech, la technologie, l'IA. Ah, là, on touche à mes sujets de cœur. L'IA. L'IA, alors, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est totalement stupide puisqu'elle va inévitablement, elle a déjà à s'imposer dans toutes nos entreprises. Je crois, mais je peux me tromper, qu'une entreprise qui n'a pas intégré l'IA, et l'IA c'est pas ChatGPT, il faut quand même essayer dans les 10 ans n'existera plus. Alors il y a peut-être des nouveaux métiers qui vont exister, mais il y a également des nouvelles façons de travailler. L'IA doit être au service de l'humain et doit accompagner la vision du dirigeant dans ce qu'il a comme prospective, parce qu'en fait, il faut être en prospection. Le monde va tellement vite aujourd'hui que l'IA est encore un facteur d'accélérateur, puisque ça va nous permettre, par exemple, de synthétiser dans mon métier des centaines de jurisprudences, mais derrière, qui c'est qui va arbitrer ? C'est l'humain. Donc l'IA, moi, je suis en ce moment très portée sur ce qu'on appelle les audits, parce que ça ne coûte rien. Et je considère qu'aujourd'hui, suivant le domaine d'activité, il va y avoir des audits assurantiels, des audits énergétiques et des audits IA. Sinon, les entreprises de notre territoire vont se trouver confrontées à toute une série de personnes qui vont vendre des produits IA à des dirigeants qui vont pas forcément comprendre. Et il est vraiment important de rester sur le terrain et de trouver des solutions pragmatiques. Mais l'IA,
C'est une opportunité qu'il faut savoir utiliser. Franck Canata, vous souhaitez renforcer la marque employeur en mutualisant les services à destination des employés. Quelles sont vos propositions en la matière? Oui, effectivement, on a un sujet RSE, RTE, pour employer les mots de Pierre Ippolito, qui est prégnant aujourd'hui. Bien souvent, l'écosystème est un écosystème territorial des entreprises. Bien souvent, l'écosystème est un écosystème de territoire, de plus en plus de territoire. Il faut trouver des solutions pour le territoire, pour les travailleurs, pour les entreprises du territoire. C'est par exemple dans l'idée des crèches mutualisées. C'est un sujet qui, depuis de très nombreuses années, est évoqué, et pour autant, aujourd'hui, sur certaines zones industrielles majeures, telles que Carrosse par exemple, ça n'existe pas, et ça crée de nombreuses difficultés à certains travailleurs de faire garder leurs enfants en crèche, tout comme en garderie. C'est un sujet qui, pour moi, est central. On ne peut pas éloigner de l'emploi certaines catégories. Il faut absolument, au contraire, trouver des solutions pour qu'ils restent dans l'emploi, parce que les éloigner et les faire revenir est une contrainte majeure, alors que si on arrive à trouver la solution pour qu'ils n'en sortent jamais, c'est évidemment quelque chose de plus significatif et de meilleur. Merci beaucoup. Alors avant de terminer, je vous propose d'ouvrir le chapitre questions perso. Karine Wenger. Alors, question personnelle. Comment gérer en même temps un syndicat patronal et une entreprise? Alors, qu'avez-vous mis en place au sein de vos structures respectives pour jongler avec les deux activités qui sont, avouons-le, très chronophages? Marielle? C'est un euphémisme. Alors bien évidemment que, Franck comme moi, on a dû anticiper, c'est une évidence. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recruté des avocats, voilà, tout simplement. Et le dernier en date, qui est mon fils, qui là, j'avoue que la chef d'entreprise est heureuse, mais la maman aussi, m'a rejoint le début mai. Donc il est spécialiste en restructuring. Donc j'ai bien évidemment, alors pour être sincère, j'ai étoffé mon équipe avec un double objectif. Un, parce qu'il fallait bien évidemment que je sois prête, disponible. Je suis tout à fait consciente de la lourdeur, de la difficulté de la tâche. Et c'est pour ça que je parle souvent de gouvernance partagée, parce que je pense que c'est plus facile que de tout mettre sur une seule personne, parce qu'on a tous des métiers. Deuxième chose, moi j'arrête, je suis coachée pour arrêter mon métier d'avocat dans 4 ans ou dans 3 ans, et donc j'avais déjà pris des décisions pour assurer bien évidemment ma transmission, ce qui serait quand même un euphémisme, qu'avant de m'occuper des autres, je puisse m'occuper de moi-même. Donc effectivement, j'ai libéré du temps pour pouvoir être au service de l'Union de l'UPE 06, si bien évidemment je remporte ces élections. Que votre entreprise Transcan connaît une croissance de 10% depuis... Une croissance à 2 chiffres, depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez mis en place alors, vous? Effectivement, on s'est réinventé quasiment tous les ans depuis les 25 années d'existence de cette société. J'ai démarré tout seul, je vous le disais tout à l'heure, on y est près de 500 aujourd'hui. Et tous les ans, il a fallu restructurer, réinventer, remettre au goût du jour l'entreprise. C'est ce que l'on a fait encore l'année dernière, l'année d'avant, avec évidemment des supports supplémentaires permettant de libérer du temps, de gagner du temps, d'aller sur d'autres sujets, des sujets bien souvent d'avenir, mais également des sujets parallèles. Et notamment il y a 2 ans avec la FNTR qui m'a nécessité une réorganisation permettant de libérer du temps. Et évidemment, ça a été un point clé. Parmi les équipes de Transcan, on a vraiment une structuration aujourd'hui, avec notamment Christophe, notre directeur général, et l'ensemble de ses services qui me permet de gagner du temps. Avec la FNTR, c'est identique, puisque Vincent, notre secrétaire général, a monté une équipe organisée, fiable et très accompagnée, quotidiennement accompagnée par le conseil d'administration. J'oublie pas l'UPE. Les permanents de l'UPE qui pour moi sont de haute qualité. L'équipe actuelle est performante, autonome, efficace, et c'est déterminant également pour arriver à mener un mandat de qualité en s'appuyant sur des gens qui sont dévoués et investis au quotidien. Dernière question à tous les deux. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous, Franck? Peut-être la même chose que ce qui a été fait jusqu'à présent, pas grand-chose de plus. Peut-être faire en sorte que l'entreprise se porte mieux et que l'économie soit facilitée par une vision épanouie, visible à long terme et non pas engoncée dans une sorte de marasme permanent depuis quelque temps déjà. Marielle? J'avoue que j'aurais plus d'un vœu si je pouvais en faire, mais je pense que la solidarité,
les entreprises entre elles, sur notre territoire azuréen, on a malheureusement souvent tendance en France d'opposer les grandes entreprises, les petites entreprises, les employeurs, les salariés. On peut continuer, la liste est longue. Moi, je pense que s'il y avait une vraie prise de conscience, que la solidarité, une grande entreprise, elle a forcément des sous-traitants, elle travaille avec. Il y a des choses qui sont facilement réalisables sans que ce soit du rêve ou du fantasme. Donc, je mettrai des outils, je réunirai ces patrons en leur disant plutôt que de vous opposer, travaillez ensemble, créez de la richesse. Et je pense que ça pourrait marcher. Merci beaucoup Marielle Valicki, merci Franck Canata, merci Karine. On vous rappelle les modalités de cette élection à la présidence de l'UPE 06. Elles se tiendront le 5 juin. La passation de pouvoir aura lieu le 26 juin à l'Alliance Riviera à l'occasion des Entrepreneuriales 2025. Merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.